L'image que la personne narcissique doit à tout prix préserver est celle de sa propre grandeur. Et lorsque ce sentiment de perfection, qu'elle s'efforce de mettre en scène, est ébranlé par les émotions négatives d'autrui, elle ne s'excuse jamais. Elle se contente d'accuser l'autre de manipulation. Beaucoup de survivants de relations narcissiques ont connu ce sentiment. On vous a dit que vous étiez trop, que vous ne saviez pas gérer vos émotions, on vous a qualifié d'intense ou de colérique. Ces étiquettes reviennent sans cesse. Laissez-moi vous raconter une histoire. C'est celle d'une femme qui, tout au long de sa vie, a été confrontée à des relations narcissiques. Elle a grandi avec un parent narcissique et un autre parent qui, bien que capable d'amour, était tellement perdu à essayer d'apaiser le premier qu'il en devenait absent. Pour l'enfant qu'elle était, cela ressemblait à de l'abandon. Ce n'est qu'à l'âge adulte qu'elle a pu mettre des mots sur cette dynamique. Dans son enfance, elle se souvient avoir été extrêmement protectrice envers ce parent plus sain. L'idéaliser était une façon de survivre au chaos. Des années plus tard, elle a dû accepter une vérité complexe. Elle avait un parent aimant, qui était lui-même victime de l'abus narcissique de son conjoint. Et pour maintenir une paix précaire, ce parent aimant n'était tout simplement jamais disponible pour elle. À l'époque, personne ne parlait de système familial narcissique. Au contraire, le parent abuseur était souvent présenté comme le héros de la famille, celui qui se sacrifiait pour tout le monde. Et il est vrai qu'il faisait beaucoup pour les autres membres de la famille élargie. L'enfant, devenu adulte aujourd'hui, se souvient qu'elle à la fois idéalisait et craignait ce parent. Le mot « complexe » ne suffit même pas à décrire la situation. Cette femme se souvient avoir été une enfant très intelligente, empathique, perceptive et douce. Mais elle ne se sentait jamais complètement en sécurité. De temps en temps, même si c'était rare, elle se souvient très bien qu'elle pouvait entrer dans des colères noires, des crises qu'elle décrit comme des effondrements émotionnels. Elle pourrait compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où c'est arrivé, car la plupart du temps, elle était une enfant surcontrôlée, presque trop sage. Mais ces quelques fois, elle explosait. Parfois à l'école, où elle s'attirait des ennuis. Ses parents eux-mêmes la qualifiaient des « intenses » et de « colériques ». C'était devenu une sorte de blague familiale. Pourtant, au fond, ce n'était pas une personne colérique par nature. En grandissant, à l'adolescence puis au début de l'âge adulte, cette colère intérieure bouillonnait parfois. Elle se surprenait à tenir des propos méchants sur ses camarades, ou à ressentir une rage sourde envers les autres. Bien qu'elle fût une élève studieuse et disciplinée, la famille a maintenu ce narratif. Elle était la personne intense. Cette étiquette l'a suivie. À l'âge adulte, cela s'est davantage manifesté sous forme d'anxiété. Elle continuait de faire quelques commentaires acerbes, mais cette colère latente restait là, sans qu'elle puisse la nommer. Pourtant, dans sa vie de tous les jours, elle n'était pas une personne agressive. Elle était chaleureuse, empathique, n'agissait jamais de manière arrogante et avait beaucoup d'amis. Mais sa réputation de personne intense lui collait à la peau. C'est en thérapie qu'elle a commencé à déconstruire tout cela. Elle a réalisé que ce n'était ni de la colère, ni de l'intensité. C'était une réaction naturelle, presque un cri du corps, face à l'abus narcissique. Ces éruptions étaient les rares moments où ses défenses, la soumission, la complaisance, la paralysie, cédaient face à la pression constante. Elle a continué à reproduire ce schéma dans sa vie d'adulte. Un mariage avec une personne narcissique, des relations amicales et professionnelles toxiques. Dans ces relations, on la considérait parfois comme une éternelle insatisfaite. C'était frustrant, car elle était passée maître dans l'art de se contenir, même face à l'injustice ou la méchanceté. Mais de temps en temps, elle ne pouvait plus tenir. Elle a fini par croire elle-même à ce récit. Elle était une personne intense et colérique. Pour compenser, elle redoublait d'efforts pour être gentille, pour plaire. Ce n'était plus de la survie, mais un choix conscient. Elle ne voulait pas que cette image de personne difficile lui soit associée. Alors, elle ravalait ses sentiments, encore et encore, parfois au détriment de sa propre santé. Un jour, elle a gardé le silence sur un problème médical pour ne pas paraître dramatique. Elle a fini à l'hôpital après s'être évanouie en public, à cause d'une grave infection rénale qu'elle avait ignorée. Imaginez si quelqu'un lui avait expliqué la situation clairement. Ce parent, cet ami, ce partenaire.
sont des personnalités narcissiques. Ils ne t'écouteront jamais. Ils n'auront jamais d'empathie et ne prendront jamais la responsabilité de leurs actes. Entendre cela aurait été douloureux, bien sûr. Mais elle ne se serait pas perdue dans cette lutte désespérée pour ne jamais réagir. Le défi, c'est que 95% du temps, cette femme ne réagissait pas. Le comportement toxique des narcissiques se produit souvent à huis clos, de manière subtile et insidieuse. Ce n'est pas la mort par un coup de poignard, mais la mort à petit feu par 1000 blessures invisibles. Les piques quotidiennes, le refus de partager les responsabilités, l'agacement à la moindre demande d'aide. Vous finissez par tout faire vous-même, en vous disant que vous avez une personnalité évitante, alors qu'en réalité, si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Et puis, un jour, vous réagissez. Et c'est là qu'on vous traite d'intense, de réactif, de colérique. Lors d'une thérapie de couple, cette femme s'est d'abord sentie en sécurité. Enfin, un arbitre dans la pièce. Si son mari devenait rageur, quelqu'un le verrait et lui confirmerait qu'elle n'était pas folle. Mais lorsque son mari s'est agacé que le thérapeute ne prenne pas systématiquement son parti, elle s'est tournée vers le professionnel et a dit, avec une voix pressante, « Vous voyez ? Vous voyez ce qu'il fait ?» Elle pensait enfin être validée. Mais le thérapeute lui a répondu, « Waouh, c'est intense. Vous devriez baisser d'un ton, au lieu de souligner la cruauté des propos du mari. » Pire encore, il a ajouté, « Peut-être que votre mari réagit comme ça parce que vous êtes trop intense. » Elle s'est sentie complètement anéantie. Son expérience n'est pas unique. Le monde, dans son ensemble, ne comprend toujours pas ses relations. Ou peut-être, pour être plus précis, le monde ne veut pas les comprendre. La solution réside en partie dans l'autocompassion. Il faut être bienveillant envers soi-même lorsque l'on a une réaction, même contrôlée, face à des circonstances profondément manipulatrices et cruelles. Le mystère reste entier. Pourquoi sommes-nous si prompts à excuser la rage de la personne narcissique, mais à juger immédiatement la réaction de sa victime? Au lieu d'expliquer ce qui se passe, on juge la réaction. C'est plus facile d'étiqueter la victime comme intense. C'est une forme de gaslighting. Je le comprends maintenant, mais le chemin a été long. La guérison passe par la connaissance de soi. Est-ce une mauvaise chose de réagir une fois, après s'être contenu la plupart du temps? Vaut-il mieux ne jamais réagir? Je crois qu'une réaction authentique vaut mieux que l'engourdissement. Mais malheureusement, le monde préférerait souvent que les victimes de ces relations se taisent et subissent. Ne le faites pas. Le monde le préférerait peut-être, mais à long terme, ce n'est pas bon pour vous. Il se peut que l'on vous colle une étiquette qui n'est pas la vôtre. La clé est de reconnaître cette étiquette pour ce qu'elle est, une manipulation, et de ne pas la laisser s'infiltrer dans votre identité. Avez-vous déjà vécu cela? On vous dit que vous êtes fou ou folle, puis on vous dit qu'on vous aime malgré ça? Le gaslighting constant dans une relation narcissique vous fait vous sentir confus, et surtout, il vous persuade qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Vous finissez par croire que vous êtes trop sensible, trop colérique, trop exigeant, un vrai fardeau. Quelle que soit l'étiquette, le but est de vous faire douter de votre réalité et de votre propre valeur. Si cela a commencé dans l'enfance, cette étiquette est probablement devenue votre identité. Pour rester dans la relation, vous devez accepter cette idée que vous êtes le problème. Et c'est là que le piège se referme. La personne narcissique se retourne et dit « Tu vois, même si tu es un désastre, je t'aime quand même. » C'est sa propre manipulation qui vous a fait sentir défaillant. Et maintenant, elle utilise ce sentiment pour renforcer le lien traumatique. Elle vous dit qu'elle est la seule personne capable de vous aimer, avec tous vos défauts imaginaires. Et le message sous-jacent est « Tu as de la chance de m'avoir, parce que personne d'autre ne supporterait quelqu'un comme toi. » On voit cela dans les relations de couple, « J'ai de la chance d'aimer les folles et le chaos, et je t'aime toi. » On le voit dans les familles, on adore son côté chaotique, ça nous empêche de nous ennuyer. On le voit même au travail. On a besoin de quelqu'un d'un peu bizarre comme elle pour pimenter les réunions. Mais le drame, le chaos, la bizarrerie, tout cela n'est souvent pas vrai. C'est une image qu'ils projettent sur vous. Et avec le temps, à force de l'entendre, vous finissez par y croire pour survivre dans la relation. On vous fait croire qu'ils vous font une faveur en supportant des traits de caractère qui, soit ne sont pas les vôtres,
soit sont des réactions directes à leur propre comportement toxique. Par exemple, vous devenez cette personne prétendument « contrôle-fric » parce que vous devez gérer une myriade de détails qu'un partenaire égoïste refuse de prendre en charge. La clé pour survivre est de ne pas croire au récit qu'on vous impose. Car si vous entendez quelque chose assez souvent, vous commencez à le croire. Leur amour tordu est conditionnel. Je t'aime même si tu es needy. J'adore ton côté obsessionnel. Vous laisse avec le sentiment que personne d'autre ne pourrait vous supporter. Vous n'êtes pas vraiment aimable, et vous êtes aimé pour quelque chose que vous n'êtes même pas. Les relations narcissiques sont l'endroit où l'amour sain va pour mourir. Faites attention à cette dynamique. Quand on vous dit que vous êtes quelque chose qui ne vous semble pas juste, analysez-le. D'où vient cette description de moi? C'est souvent la fiction qui est au cœur du gaslighting. Et s'ils prétendent vous aimer pour cette fiction, alors toute l'équation est fausse. Ils aiment une personne qui n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? La guérison, c'est savoir qui vous êtes. Moins vous laissez les récits des autres vous définir, moins vous êtes vulnérable à leur manipulation. Avez-vous déjà montré une émotion sincère dans une relation narcissique, pour ensuite vous faire dire que vous étiez manipulateur? Parlons-en. Les émotions et les relations narcissiques ne font pas bon ménage. Vos émotions, si elles ne meurent pas complètement, seront terriblement maltraitées. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez exprimé une émotion sincère? Je peux deviner, on s'est moqué de vous, on vous a traité avec mépris, on vous a crié dessus, on vous a dit que vous exagériez, que vous étiez trop sensible, ou que vous n'aviez pas le droit de ressentir cela. Mais il y a une accusation encore plus perverse. En montrant une émotion authentique, des larmes, de la colère, de la peur, on vous accuse d'être manipulateur. La personne narcissique prétend que vous essayez de la punir, de la déstabiliser, ou de la faire sentir coupable. Votre sentiment réel est balayé d'un revers de main comme une simple tactique, parce qu'elle n'aime pas ce que cela lui fait ressentir. L'effet à long terme est que la plupart des gens dans ces relations commencent à exprimer de moins en moins d'émotions. Ils se retiennent, se retirent, se sentent engourdis. C'est logique. Il ne sert à rien de montrer ses émotions, c'est même risqué. Vous serez soit invalidé, soit confronté à plus d'abus. Mais si vous vous désengagez et ne montrez plus rien, on peut alors vous accuser d'être manipulateur en étant distant et froid. C'est un cercle vicieux. Si vous montrez vos émotions, vous êtes manipulateur. Si vous ne les montrez pas, vous l'êtes aussi. Que faire de toutes ces émotions? Il faut se souvenir de la règle d'or dans les relations narcissiques. Vous ne pouvez pas gagner. C'est un jeu dont les règles sont truquées d'avance. L'acceptation radicale, ce n'est pas aimer cette réalité, c'est simplement la reconnaître. Cette accusation de manipulation est, comme vous l'avez sans doute deviné, une projection. Les personnes narcissiques sont elles-mêmes des maîtres manipulateurs. Elles sont presque allergiques aux émotions des autres. Au lieu de faire face à la honte d'être une personne manipulatrice, elles projettent simplement ce trait sur les autres. L'acceptation radicale, c'est de reconnaître que, quoi qu'il arrive, l'émotion n'aura pas sa place dans cette relation. Vos émotions négatives, comme les larmes ou la tristesse, sont un drapeau rouge pour le narcissique. Elles suggèrent qu'il a dit ou fait quelque chose de mal, ce qui éveille en lui la honte, puis la rage. Il ne se soucie pas de vous avoir blessé, il se soucie de l'image que cela renvoie de lui. L'image d'une personne qui blesse les autres est intolérable. Pour préserver sa façade de perfection, il doit vous transformer en manipulateur. L'expression saine des émotions est vitale. C'est une sorte d'excrétion psychologique, nécessaire à notre équilibre. Mais il est crucial de trouver des espaces sûrs pour vivre cette émotion authentique, car il n'y en a aucun dans une relation narcissique. Enfin, abordons une question douloureuse, la rupture des liens familiaux. Personne ne veut être éloigné de sa famille. Dans notre culture, où la famille est souvent perçue comme un pilier sacré et intouchable, la décision de « couper les ponts » est d'une violence inouïe. À ceux d'entre vous qui ont pris cette décision, je pose ces questions. Était-ce facile? Avez-vous coupé les ponts après une seule dispute? Non. Vous l'avez fait après une accumulation sans fin de blessures, d'invalidations, et parfois d'abus purs et durs. Finalement, c'est devenu un choix entre votre santé mentale, votre identité, et le maintien d'un lien toxique par obligation ou par culpabilité. Pour ceux qui n'ont pas coupé les ponts, je connais les raisons. La culpabilité, le doute,
les liens financiers, le désir de préserver une relation pour vos propres enfants, la peur de la réaction de vos parents, la honte de l'échec. La famille, c'est une question de chance. Certains naissent dans des foyers aimants, d'autres dans des foyers cruels et manipulateurs. C'est juste de la malchance. L'enfant n'est pas responsable du manque de capacité de ses parents. Quand les gens adoptent une posture anti-rupture, ils disent en substance « Accepte les mauvaises cartes que le destin t'a distribuées, peu importe le mal que ça te fait. » Je dis non à cela. Le traitement silencieux, le chantage affectif, ces choses sont létales dans l'enfance. Elles terrifient un enfant qui craint littéralement pour sa survie. L'enfant apprend alors à devenir ce que son parent veut, juste pour être aimé. Comment pardonner cela? Les parents sont comme de la kryptonite. Vous pouvez fonctionner parfaitement dans tous les autres domaines de votre vie, mais un simple contact avec eux peut vous ramener à l'état d'enfant soumis et effrayé. Et ils ne changeront pas. Pour certains, couper le contact est le seul chemin possible. Même lorsque les parents vieillissants expriment des regrets, c'est souvent encore à propos d'eux. Je rate tellement de choses dans la vie de mes enfants. Ils minimisent le passé. J'ai crié beaucoup, mais c'était avant. Ce n'est pas le travail d'un enfant, même adulte, de valider les efforts de ses parents. On n'a qu'une seule enfance, et les blessures infligées à ce moment-là, même si elles peuvent être soignées, ne disparaissent jamais complètement. Il n'y a pas de gagnant. Pour certaines personnes, la seule façon de mener une vie d'adulte saine est de couper les ponts. Pour d'autres, le doute persiste. Chaque histoire est unique. Mais une chose est sûre, ce ne sont pas les réseaux sociaux ou les thérapeutes qui poussent les gens à s'éloigner de leur famille toxique. C'est le comportement de ces familles. Tout le monde veut appartenir à une famille. Personne n'abandonne cela à la légère. Au lieu de juger ceux qui prennent cette décision incroyablement difficile, nous devrions peut-être